Aujourd'hui, c'est d'un film dont j'ai envie de vous parler. Est-ce que vous avez Netflix, messieurs? Oui. Oui, Est-ce que vous avez vu The Dig qui est sorti sur Netflix il y a environ 1 ou 2 semaines? pas du tout. Non plus. Pas du tout. Eh ben, on va parler de The Dig aujourd'hui. The Dig, c'est un film du coup, qui est sur Netflix. Alors, je sais pas du tout quand est-ce que cet épisode va sortir, donc je sais pas si The Dig sera toujours disponible sur Netflix. Voilà, je sais pas plein de trucs, mais j'avais juste envie de vous parler de ce long métrage. Est-ce que vous savez un petit peu de quoi il parle ou vraiment pas du tout? Pas du tout. Pas du Moi tout. j'imagine que ça parle de gens qui creusent, oui, mais... Ça par parle de ça. gens qui creusent, ouais. Parce que Dig, c'est creuser, mais c'est aussi fouiller en anglais. Donc The Dig, c'est un long métrage britannique réalisé par Simon Stone qui est sorti en 2021 et qui est l'adaptation du roman du même nom de John Preston, lui-même inspiré des événements liés à la découverte du site de Sutton Hoo. Est-ce que vous connaissez le site de Sutton Hoo? Vous avez le droit de dire non. Non. Le site de Sutton Hoo, c'est un site archéologique anglais relativement célèbre où en gros a été découvert plusieurs tumuli. Donc des tombes, et notamment une très importante d'un possible roi anglais du Haut Moyen-Âge, puisqu'il a été enterré avec son bateau. Voilà, donc rien moins que ça. Donc du coup, le film va parler de cette découverte-là. Je vous donne un petit peu le synopsis pour commencer. En gros, en 1939, Edith Pretty, une veuve vivant dans une immense propriété près de Woodbridge, au Royaume-Uni, engage le terrassier Basil Brown, archéologue autodidacte ayant travaillé pour le musée d'Ipswich, pour faire des fouilles sur son terrain. On y trouve en effet des tertres qui pourraient être des tumulus. Basil Brown commence alors à dégager ce qui s'avère être un bateau-tombe de l'époque anglo-saxonne. La découverte est d'importance et Charles Phillips, éminent archéologue envoyé par le British Museum, reprend la responsabilité du chantier. Le temps presse car la guerre est imminente et entraînera l'arrêt de tous les chantiers de fouilles archéologiques du Royaume-Uni. Voilà, déjà, donc le synopsis claque un petit peu en le lisant comme ça avec, Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est... avec le ton. Et mon but ici, ça va pas du tout être de vous raconter le film, ni même de vous parler du site archéologique de Sutton Hoo, déjà parce que j'ai pas les connaissances pour parler du site archéologique, et déjà parce que le film, voilà, en fait, si vous voulez savoir ce que c'est, allez le voir. Allez le voir, tout simplement, le film, il est très bien, il parle très bien du site, je vous le conseille vraiment, les acteurs ils sont formidables, il y a Ralph Fiennes, Carey Mulligan et bien d'autres encore. La réalisation elle est au poil, franchement, c'est un très bon film. Le but, ça va plutôt être de vous parler ici d'archéologie. De l'archéologie du passé, mais aussi de celle du présent et surtout de celle de l'avenir. Et c'est pour ça que je suis très content de faire cette chronique, et c'est pas du tout calculé, si c'est calculé, avec toi, Sébastien, présent dans l'équipe. Parce que oui, t'as fait de l'archéologie, Seb, Oui, j'en ai fait. pour ceux qui ne savent pas. Alors, quand j'ai vu The Dig, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec la situation de l'archéologie dans le monde. The Dig, c'est avant tout l'histoire d'un homme qui est un excavateur, un fouilleur si vous préférez, et qui n'aura de cesse pendant tout le film de tenter de faire valoir son statut par la véritable, je mets des guillemets, communauté archéologique. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça, The Dig. C'est un constat sur l'archéologie, pas forcément du passé, mais de celle d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est voulu par le film ou pas? Est-ce que c'est parce que j'ai été archéologue que je m'en suis rendu compte? Je sais pas, peut-être que je suis aussi un peu paranoïaque, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui m'a frappé le plus, c'est que entre 1939 et 2021, il y a pas beaucoup de choses qui ont changé dans l'archéologie. Du coup, un archéologue, c'est quoi? C'est un fantasme sur pattes, l'archéologue. Vous avez tous vu Indiana Jones, je pense, hein, bien évidemment. Quand on dit archéologie, on pense à Harrison Ford qui récupère des artefacts inestimables de sa main gauche tout en combattant d'abominables nazis de sa main droite. En fait, on est dans la réalité véritable des agents du BTP, sous-payés, parfois moins payés que des véritables agents du BTP. Et oui, et c'est ça le premier point que je vais aborder dans cette chronique. Je vous préviens, c'est une chronique qui est remplie de sel un petit peu, et j'en suis un petit peu navré. Non, mais vas-y, Par ça fait avance, du voilà, bien. je balance, ça va être un marais salant à la fin, je pense. En gros, le personnage principal du film, en sa qualité de fouilleur, est mal payé. C'est une des premières choses que le film nous dit. Il est mal payé, c'est montré comme étant un choix de sa part, il sait qu'il sera mal payé pour son travail, mais il décide de le faire quand même par passion. À plusieurs reprises, ses employeurs en profitent également, sachant que de toute façon, il aura du mal à dire non, pour justement accentuer ce côté-là. Il n'est pas un vrai archéologue, c'est un mec de terrain, donc on le sous-paye pour son travail, même s'il le fait bien. Aujourd'hui, sachez que les archéologues sont toujours extrêmement sous-payés, alors que la plupart d'entre eux sont des docteurs, voire parfois même plus. Et on ne peut guère espérer gagner plus de 2000 € au cours d'une carrière de terrain. Tout ça pourquoi? Eh bien parce que l'archéologie c'est une passion, alors du coup il est bien normal d'être moins bien payé puisqu'on aime ça. Alors qu'un trader c'est pas vraiment sa passion, donc c'est normal qu'il ait énormément d'argent, hein, bien évidemment.
J'ai parlé de carrière de terrain, c'est pas pour rien parce qu'il existe en réalité plusieurs sortes d'archéologues. Je les diviserai ici pour simplifier en deux alors qu'en fait il y a des milliards de catégories. Il y a d'un côté les archéologues dits du préventif, donc de l'archéologie de sauvegarde, ceux qui vont intervenir avant les travaux d'aménagement du territoire. C'est eux qui sont habillés en orange et qui ressemblent à des agents du BTP justement. Et à côté de ça, il y a les archéologues de la recherche, c'est eux qui font de la recherche, voilà, bien évidemment. Et dans le film, qui se passe en 1939, la division est pratiquement la même. Le héros représente l'archéologue de terrain, donc celui qui est le fouilleur, et le personnel du British Museum représente les archéologues de la recherche. Le héros, qui est donc incarné par Ralph Fiennes, en sa qualité de fouilleur, est en réalité très mal considéré par ses pairs du musée. Il n'est pas comme eux, à tel point que quand le site finira par révéler sa grandeur, une véritable grandeur, Basil Brown, donc du coup le personnage principal, sera tout bonnement écarté du terrain au profit d'un vrai, je mets des guillemets, archéologue, qui, soit dit en passant, ne mettra bien sûr jamais les pieds dans la boue et restera toujours à l'extérieur à dessiner des petits trucs. Et vous savez quoi, ce constat-là, il n'a pas vraiment changé. Au cours de ma courte vie d'archéologue, parce que oui, j'ai été archéologue dans une autre vie, j'ai vu des personnes issues de la recherche mépriser ouvertement les archéologues du préventif, ne les considérant que comme du personnel de bas étage, tout simplement. Les gens de terrain ne sont que des fouilleurs. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont nommés. Quand vous débutez en archéologie et que vous êtes archéologue de terrain, vous êtes des techniciens de fouille. Techniciens à bac plus 5, voire bac plus 8. Et rares sont ceux qui arriveront à s'élever au-dessus de cette condition de technicien et finir par réussir à devenir responsable de secteur ou responsable d'opération. De toute façon, après responsable d'opération, vous n'avez rien d'autre que juste contrôler des bases et vous faites plus de l'archéologie, vous faites de l'administratif. L'archéologie, c'est un métier qui est ingrat, c'est un métier qui défoule les passions, mais quand on s'en rapproche de plus près, on se rend compte que les conditions de travail sont extrêmement mauvaises. Dans le film The Dig, les personnages doivent travailler dans l'urgence, car si la guerre est déclarée, ils devront cesser leurs activités. Ils jouent donc contre la montre, constamment travailler de nuit, sous la pluie, etc. dans des conditions de merde, du fun en bar, quoi. Alors ok, aujourd'hui il n'y a plus de nazis pour vous mettre la pression, mais il existe quelque chose d'encore plus insidieux. Le principe des deadlines à tenir. Vous êtes sur un chantier en préventif, donc de sauvegarde, pour un temps qui est imparti. Ni plus, ni moins, sauf exception. L'archéologie est aujourd'hui considérée comme étant une science qui ralentit les travaux. C'est une science qui est inutile pour beaucoup de monde. On fait chier les gens. J'ai même un jour quelqu'un qui me l'a dit en face, en soirée, qui m'a dit que mon travail ne servait à rien d'autre qu'à faire chier les honnêtes gens. Et je donne la version courtoise parce que la vraie version, elle était carrément plus violente. L'archéologue est constamment brinque-ballé, et là je parle pas du technicien de fouille, je parle vraiment pour le coup des responsables d'opération qui doit rendre des comptes à son employeur, à l'aménageur et aussi bien évidemment à l'État français. Un travail harassant qui a envoyé plus d'un de mes responsables de fouille en dépression intense, parce que la dépression c'est quelque chose qui touche énormément le milieu de l'archéologie. L'autre aspect de l'archéologie qui est montré dans le film, c'est aussi celui de la condition de la femme archéologue. Il y a un seul personnage féminin archéologue dans le film. C'est le personnage de Peggy Preston qui est incarné par Lily James. Si ce personnage est là, ce n'est pas parce qu'elle a été choisie pour ses compétences, mais parce qu'elle est la femme de l'un des protagonistes du British Museum. Et parce que selon les dires du responsable de fouille, elle est légère et pourra fouiller là où un homme trop lourd ne le pourrait pas. Aujourd'hui encore, en archéologie, il y a énormément de sexisme qui perdure. Moi, je suis un homme, je pourrais qu'effleurer la surface de ce que j'ai pu voir ou entendre. Mais je pourrais vous dire la chose suivante. Je me souviens, quand j'ai fait mes études en archéologie, on était une majorité de femmes et une minorité d'hommes. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler, à être payé pour mon travail, c'est l'inverse que j'ai constaté. Plus d'hommes, peu de femmes. Pourquoi ? Peut-être parce que implicitement on considère encore qu'une femme ne peut pas accomplir la même tâche qu'un homme pour ce qui est des travaux physiques. Ou alors peut-être que c'est pour une autre raison, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dégueulasse, je n'en sais rien. Quoi qu'il arrive, il y a énormément de harcèlement sexuel et aussi psychologique, tout ce que vous voulez. C'est une pratique qui ronge l'archéologie de l'intérieur. Vous avez juste à aller faire un petit tour sur le site Paytatruel et vous y trouverez des perles qui vous donneront envie de vomir un bon coup. Parce que oui, au fond, entre 1939 et 2021, rien n'a changé non plus à ce niveau-là, ou en tout cas très peu. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le suivant. L'archéologue est son pire ennemi. En archéologie, vous avez peu de postes, un salaire bas. En fait, on nous forme dès le master à nous battre les uns contre les autres.
Moi, j'ai fait un master professionnel, voilà, je vous le dis, hein, j'ai aussi fait un master de recherche avant, et dans mon master professionnel, clairement, un des premiers trucs qu'on m'a dit, c'est que j'allais devoir apprendre à faire du mal aux autres pour avoir un poste. J'allais devoir apprendre à entuber mes potes, mes amis, mes collègues pour les éjecter, prendre leur place, avant que ce soit eux qui ne le fassent eux-mêmes. Parce que si je le fais pas, bah eux, peut-être qu'ils le feront, et que c'est moi qui finirai dehors. En fait, c'est la même chose plus ou moins aussi en recherche, hein, d'après ce que j'ai pu entendre. Un archéologue, c'est une sorte de seigneur Sith. Il y en a un, il forme différents apprentis, et les plus forts et les plus malins survivront pour pouvoir prendre sa place. Si aucun ne survit, l'archéologue restera en place, et le schéma se répète ainsi inlassablement. Vous avez des générations d'archéologues qui sortent de la fac, qui, pour l'idée d'un métier passion, vont accepter de se faire enculer jusqu'à la moelle, pour ensuite être dégoûtés du travail, le quitter, tandis qu'une nouvelle génération sort à nouveau pour pouvoir à nouveau se faire enculer joyeusement par tout ce beau monde. Alors ok, là le sel il est déversé, c'est assez horrible, etc. Pourtant malgré ça, l'archéologie est belle, l'archéologie est fantastique. Bon sang, mais si vous saviez comme c'est plaisant de juste pouvoir gratter la terre, de découvrir des choses enfouies qui n'ont pas été touchées par un être humain depuis plusieurs siècles avant vous, il n'y a rien de plus galvanisant que ça, de se dire bon sang, mais putain, mais c'est des hypocausts, c'est un putain de mur, etc. Enfin bref, c'est même le moindre petit tesson, on est là à faire oh mon dieu, c'est un tesson quoi. Et c'est ça qui est assez fou. C'est ça qui est assez fou avec l'archéologie. Parce que l'archéologie, c'est aussi des amitiés qui durent. Le film le montre d'ailleurs à ce niveau-là. Les équipes sont soudées, au moins le temps d'une fouille. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix en fait, parce que c'est un taf qui est tellement difficile que si votre équipe est pas soudée, bah c'est la fin, c'est la mort en fait de l'ensemble. Ça m'est déjà arrivé de faire partie d'équipes qui étaient absolument pas soudées. Bah c'est les pires moments que j'ai pu passer de ma vie à ce niveau-là. L'archéologie, c'est avant tout quelque chose d'utile. Pendant l'entièreté du film, le personnage de Edith Pretty, qui est incarné par l'actrice Carey Mulligan, donc qui représente la personne qui va employer le héros, ce qui se nomme beaucoup sur la mortalité de ce qui reste de nous une fois qu'on est mort, de l'utilité de l'histoire de l'archéologie. Pour ça, je vais vous passer un petit extrait de film, je vais vous le poster sur le Discord, si j'arrive à trouver un moyen de poster sur le Discord, tac. Je sais pas si vous êtes toujours là parce que je parle, mais... Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. On pourra en parler plus précisément après. Alors, tac. C'est pareil, moi j'attends religieusement que tu termines. Terrible son. I thought you'd be pleased with the verdict. We die. We die and we decay. We don't live on. I'm not sure I agree. From the first human handprint on a cave wall, we're part of something continuous. So we don't really die. Voilà, je sais pas si vous avez écouté l'extrait en son entièreté. Alors pour ceux qui parlent pas anglais, c'est une discussion entre le personnage de Ralph Fiennes et de Carey Mulligan où en gros elle craque parce qu'en fait elle est atteinte d'une maladie mortelle et elle va mourir. Elle mourra d'ailleurs avant la fin des fouilles archéologiques. Et en fait elle dit que quand on est mort, on se décompose, il reste plus rien et ça la terrifie. Et ce que répond le personnage de Ralph Fiennes, c'est que en fait pas tant que ça. On meurt pas vraiment parce que depuis, comme il le dit si bien, depuis les premières empreintes de mains qu'on a retrouvées dans des grottes jusqu'à aujourd'hui, l'humanité fait partie d'une continuité, fait partie d'un tout, et en fait, on ne meurt jamais réellement du coup. Et je trouve ces paroles extrêmement belles en fait, parce que c'est un peu tout ce que représente l'histoire et l'archéologie, c'est le passé de l'humanité. Moi, dans tout ça, l'archéologie, ça fait partie de ma vie, c'est dans mon sang, c'est dans mes tripes, hein. J'y ai forgé des souvenirs impérissables, des relations puissantes qui perdurent encore même 10 ans après, n'est-ce pas Sébastien? Et j'y ai aussi laissé beaucoup de ma santé mentale, beaucoup trop de ma santé mentale à mon goût. J'y ai perdu des gens aussi, des gens que je reverrai jamais, hein, probablement. Ce sont toutes ces raisons qui font que l'archéologie, je l'aime et je la déteste à la fois. Un peu comme quand on entretient une relation pervers avec une personne et qu'on a du mal à la laisser partir alors qu'en fait il faudrait mieux la laisser de côté pour toujours. Et je suis heureux aujourd'hui en fait de plus vraiment faire partie de ce monde mais de pouvoir quand même évoluer à côté et de le voir continuer aussi évoluer à côté.
Parfois, dans mes rêves les plus fous, j'imagine que pour les générations suivantes qui sortiront de la fac, que ce milieu aura appris un petit peu de ses erreurs et qu'il parviendra à devenir quelque chose de plus sain pour lui-même et pour ceux qui le forment. Mais le souci, c'est que, en fait, l'archéologie, ça dépend pas des archéologues. Parce que, là, je vous ai parlé de l'archéologie, de la mentalité des archéologues, mais ça dépend en réalité des gens qui dirigent le monde, et du coup, nous, on vit en France, des gens qui dirigent la France. Si j'ai décidé de faire ce billet-là, c'est pas vraiment parce que j'ai vu le film The Dig, c'est parce que, il y a quelques jours, j'ai lu un article. Peut-être que vous l'avez vu aussi. C'est un article qui dit la chose suivante, c'est que le gouvernement britannique a officiellement déclaré l'archéologie comme étant une science inutile et que le gouvernement allait donc couper le budget des archéologues de plus de 50%. Je ne sais pas si quand cette chronique sortira, cela sera toujours d'actualité, mais c'est un constat qui est grave, qui est vraiment très très grave. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'histoire et l'archéologie sont utiles. Réellement utile, bien plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Parce qu'il faut connaître le passé pour savoir maîtriser son présent et se forger un futur qui sera des plus radieux pour les générations à venir. Si l'histoire et l'archéologie meurent, notre connaissance de nous meurt. Et la mort de la connaissance, c'est la mort de soi. Eh ben, bravo. Hein. Ouais. Moi, je suis, en tant qu'ancien archéologue aussi, je suis subjugué par ton discours, Marc. J'avais presque la petite larme à l'œil. Non, mais pour de vrai, j'ai trouvé vraiment ça hyper prenant et hyper vraiment dans le mille par rapport effectivement à ce milieu-là. Et alors, est-ce que tu m'autorises un petit complément à ta Vas-y chronique Seb, c'est pour ça que j'ai fait ça avec toi parce que t'as un passé d'archéologue aussi, donc je te laisse la parole. Et alors pour toi Mika et puis pour ceux qui me connaissent pas parmi tes auditeurs, donc effectivement je suis aussi un ancien archéologue de formation puisque ma carrière d'archéologue s'est arrêtée à l'université bien entendu. Et parce que contrairement à Marc, moi je n'ai pas travaillé directement dans l'archéologie, je n'ai pas eu cette chance ou malchance, hein, selon comment on peut le prendre. Ça dépend comment on le prend, ouais. Mais voilà, pour moi, comme pour beaucoup d'autres, l'archéologie, c'est un rêve d'enfance, c'est vraiment une histoire qu'on nous raconte et que on veut ensuite pouvoir découvrir et raconter aux autres. C'est un bond dans le passé qui permet de savoir d'où on vient, où on est, et pas forcément de savoir où on va, mais au moins de comprendre la direction qu'on prend à l'heure actuelle. Et du moins la direction qu'a pris soit notre peuple, notre région, l'humanité, selon l'échelle à laquelle on se pose. Et donc l'archéologie, ça a été un rêve et également une grande déception, puisque à côté du rêve, il y a toujours la réalité, et la réalité, elle est comme Marc l'a décrite, c'est-à-dire que c'est comme dans tous les milieux, il y a de la compétition à outrance, il y a du mépris de certaines catégories de chercheurs et de travailleurs de l'archéologie et d'historiens par rapport à d'autres. Il y a une volonté de briller, mais qui se fait pas par rapport à forcément à ses propres compétences, mais aussi au détriment des autres. Très peu d'argent, très peu de perspectives de carrière, et surtout, là, ce que tu as dit par rapport à la législation britannique, c'est malheureusement un symptôme et une future cause de l'empirement, si vous voulez, des conditions de travail de l'archéologie, c'est que, socialement parlant, l'historien et l'archéologue sont considérés au mieux comme des branleurs, au pire comme des casse-couilles qui emmerdent le monde. Et combien de fois, Marc, as-tu entendu dire, que comme on t'a dit, qu'on faisait chier le monde, qu'on servait à rien, que l'histoire c'était bien joli, mais qu'au bout d'un moment, fallait peut-être un peu aller bosser pour créer de la richesse. Ouais. Et cette espèce de libéralisation et de cristallisation à outrance de nos sociétés là ces dernières années, tournée vers le conflit et la compétition et l'argent et tout ce que tu veux et tout ce qui rentre pas dans ces carcans là, c'est de la merde, on n'en veut pas. Et j'ai bien peur que malheureusement l'archéologie tombe aussi là-dedans. Et malgré tout, je fais partie de ceux qui, comme toi, Marc, même si on n'est plus vraiment archéologue, même si maintenant nous faisons de la médiation, même si nous appréhendons l'histoire et nous la faisons découvrir autrement, je fais aussi partie de ceux qui gardent l'espoir que cette discipline sera un jour reconnue, que les gens comprendront son importance par rapport à la compréhension de nous-mêmes, de ce qui fait de nous des êtres humains et des gens qui vivent en société. Et surtout que l'archéologie, et là je rejoins ce que disait Mika, c'est l'occasion quand même de se faire des copains, de picoler, de s'amuser, ou d'ailleurs de pas picoler, parce qu'on a des copains archéologues qui boivent pas une goutte d'alcool depuis toujours en fait. Oui. Et que c'est un milieu vachement sympa quand on est entouré de gens qui sont là pour la passion et pas malheureusement pour d'autres critères comme il peut y avoir dans le milieu professionnel. Exactement.
Voilà, c'était un petit peu décousu, c'était un peu brouillon, c'était vraiment un complément à chaud. Ouais, moi j'ai eu le temps de préparer, hein, t'inquiète. Ouais. En fait, c'est terrible parce que tu dis t'es pas devenu archéologue, t'es parti dans la médiation, mais en fait, c'est sans les archéologues, on n'est plus des médiateurs puisqu'on n'a plus rien à médier, Oui, à c'est vrai. médiater, je sais pas comment on dit. Bref, on n'a plus rien à transmettre en fait, puisque ce sont nos sources principales, ce sont les sources des historiens qu'on vulgarise nous en tant que médiateurs. Alors je suis plus médiateur, mais l'ayant été, je sais que c'est quand même par là qu'on passe. Et on se sert beaucoup du travail des archéologues, on interprète, on anticipe, on transmet, on permet aux gens de se donner un avis en leur transmettant ces informations. Et si ces informations n'arrivent plus même jusqu'à nous, comment les gens vont les avoir. Je veux dire, si moi aujourd'hui je peux vous faire une chronique sur la bière que des archéologues justement font en reconstitution, c'est-à-dire que si aujourd'hui on décide de couper les budgets à l'archéologie, que ce soit l'archéologie expérimentale ou quoi qu'est-ce, c'est-à-dire que ces recettes de bière qui aujourd'hui sont des vraies recettes qui sont vendues dans des brasseries qu'on peut goûter, qu'on peut redécouvrir, ces recettes disparaissent et finiront par disparaître aussi, puisque nous aussi en fait, si personne ne nous découvre plus tard et que tout le monde considère que ce qu'on a construit c'est inutile, en fait l'histoire est déjà un cycle qui se répète, mais si on n'est même plus capable de discerner ce qu'est l'histoire, ce sera même plus un cycle qui se répète. À ce moment-là, c'est juste une implosion qui nous attend, et ça s'arrêtera là, puisqu'il y a C'est toujours, ça. on est toujours censé se contrebalancer par ce que le passé nous a appris. Et si on est même plus capable de le mettre en lumière, quoi, par rapport à notre passé, j'ai bien peur que, l'humanité se dirige vers des périodes extrêmement obscures, jamais atteintes jusque-là, quoi. Costa est donc, peut-être à l'arbon, quoi. On va aller chercher une bière à 1000 degrés, du coup. Faut en boire au moins une avant d'y passer. Voilà. Et non, mais je suis assez d'accord avec Mika que sans être d'une nature totalement pessimiste, je suis quelqu'un qui oscille entre les deux en permanence, mais j'ai aussi cette crainte que nous allions vers des périodes d'abrutissement assez terribles et bien malgré beaucoup de gens, hein, parce qu'il y a énormément de gens de bonne volonté, mais qui malheureusement sont comme nous happés par ce cercle horrible. Ouais. Bah c'est toujours Mais ça, voilà, quoi, c'est quand si les gens ils ont plus les clés en main pour réfléchir, et ils peuvent rien faire en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est même plus une question de volonté à force, c'est qu'en fait si t'empêches tout simplement les gens d'avoir accès à de la connaissance, bah ils peuvent pas, ils n'ont aucun moyen de l'avoir. Mais ceci dit, quand je vois des gens qui ne sont pas du tout historiens ou archéologues de métier ou de formation, mais qui par passion, même amateur, et surtout par bon esprit, participent aussi quand même à entretenir notre rapport à l'histoire, à l'archéologie, tout ce qui est passionné d'histoire amateur, qu'ils aient 60 ans, 40 ans, 10 ans, que je vois venir visiter le musée où je travaille et qui ont le regard qui brille quand je leur parle et qui font briller mon regard quand ils me parlent de ce qu'ils ont déjà vu, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils aiment, etc. Donc je garde malgré tout une certaine lueur d'espoir par rapport à cette capacité qu'a l'humanité de se souvenir que la sagesse elle appartient aux anciens et que regarder un peu ce qui s'est fait avant, c'est comprendre comment nos ancêtres ont surmonté les difficultés et peut-être qu'on pourra apprendre comment nous aussi surmonter nos difficultés grâce à eux. Exactement. Et je rajouterais une dernière chose, c'est un peu pour ça que je suis devenu médiateur, c'est qu'au final, moi, le boulot d'archéologue me convenait pas mentalement. Mentalement, j'étais clairement pas fait pour ça, j'ai pas tenu. La distance, des fois, j'ai envie d'y retourner, mais très rapidement, je me dis que non. Et si je suis parti vers la médiation, c'est parce que je me suis dit que mon taf à moi, du coup, si je pouvais pas fouiller, ce serait au moins de pouvoir transmettre ce que mes collègues ont réalisé à des gens. Et peut-être parmi la masse des gens qui viennent nous voir dans les différents musées, créer possiblement des vocations et donner envie aux gens de chercher finalement aussi par eux-mêmes et ainsi de suite, créer peut-être une sorte de cercle vertueux à force peut-être. Ce que je dis toujours, c'est que si sur un public de 30 personnes, tu touches au moins une personne dans le tas, c'est que tu as gagné quand même. C'est ça, quoi. Et quand tu regardes aujourd'hui dans les formations universitaires, tout ce qui est master, médiation, valorisation du patrimoine, t'as aussi cette notion que si t'arrives à insuffler ne serait-ce qu'une notion ou qu'une idée à une personne, t'as déjà fait quelque chose qui va dans le bon sens, quoi. C'est ça.
Alors bien sûr, je rassure nos chers auditeurs, quand on fait visiter 30 personnes, on espère avoir touché les 30 personnes. Hein, mais... Oui, bien sûr. Oui, on, mais on est réaliste. on a fait des études, on n'est pas naïf, quoi. On espère que ce qu'on leur dit, ça fait pas chier le monde pendant 2 heures. Voilà. On se rassure qu'on peut, quoi, c'est sûr. C'est ça. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.